L'équation comptable de la dette. Les États-Unis affichent une dette publique dépassant les 36 000 milliards de dollars, tandis que la Chine, le Japon, l'Allemagne et la France cumulent également des niveaux d'endettement historiques. Au total, la dette mondiale, incluant les gouvernements, les entreprises et les ménages, atteint le chiffre vertigineux de 317 000 milliards de dollars. 317 trilliards. Ce montant représente environ 330% du PIB mondial, ce qui signifie qu'il faudrait plus de 3 années de production économique totale de la planète, sans aucune consommation, pour théoriquement rembourser l'intégralité de ses obligations. C'est un chiffre qui défie l'entendement et qui pose une question fondamentale, souvent ignorée dans les débats économiques traditionnels. Si tout le monde doit de l'argent, à qui le doit-on ? En économie, la dette est une relation binaire stricte. Chaque passif au bilan d'un acteur correspond nécessairement à un actif au bilan d'un autre. La dette mondiale est un jeu à somme nulle du point de vue comptable. Si le monde doit 317 000 milliards, cela implique mathématiquement qu'il existe des entités qui détiennent pour 317 000 milliards de créances. Contrairement à une vision simpliste, cet argent n'a pas disparu. Il représente des titres de propriété, des obligations et des contrats financiers détenus par des agents économiques précis. Identifier ces créanciers permet de comprendre la structure réelle de la richesse mondiale et les flux de capitaux qui régissent l'économie contemporaine. L'analyse de la détention de cette dette révèle une concentration importante des actifs financiers. Ce mécanisme n'est pas aléatoire, mais le résultat du fonctionnement des marchés de capitaux modernes, où l'épargne des uns finance les déficits des autres. Dans un système basé sur la monnaie fiduciaire et le crédit, l'expansion économique s'accompagne presque toujours une expansion de la dette. Les intérêts générés par cette masse de dette créent des flux de revenus constants, transférant des ressources des emprunteurs, qui paient le service de la dette, vers les créanciers, qui perçoivent les coupons et les intérêts. Dans cette analyse détaillée, nous allons décomposer la structure de la dette mondiale pour identifier les 4 grandes catégories de détenteurs, les banques centrales, les investisseurs institutionnels, les gouvernements étrangers et les patrimoines privés. Nous examinerons comment le mécanisme de création monétaire par l'émission d'obligations fonctionne techniquement, et pourquoi le système financier actuel favorise l'accumulation d'actifs financiers. Il s'agit de comprendre la mécanique des taux d'intérêt composés et leur rôle dans la dynamique des inégalités de patrimoine à l'échelle globale. Nous aborderons également la notion de soutenabilité de la dette. Avec des taux d'intérêt qui ont fluctué ces dernières années, le coût du service de la dette a considérablement augmenté, mettant la pression sur les budgets des États et des ménages. Comprendre qui reçoit ces paiements d'intérêt est essentiel pour saisir les enjeux macroéconomiques de la décennie à venir. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais une question de flux financiers qui détermine la stabilité du système monétaire international. Enfin, nous analyserons les scénarios économiques potentiels face à ce mur de dette. Historiquement, les périodes de fort endettement se résolvent par des ajustements macroéconomiques majeurs, qu'il s'agisse de déflation, d'inflation ou de restructuration. En comprenant qui détient la dette, on peut mieux anticiper les réactions des marchés et des institutions face aux tensions futures. Préparez-vous à une plongée technique et factuelle dans les rouages du bilan financier de la planète. Chapitre 1. La mécanique de la création monétaire et obligataire. Pour comprendre qui détient la dette, il faut d'abord comprendre comment elle est générée dans le système financier moderne. Contrairement à l'idée reçue d'un prêt entre particuliers où de l'argent existant change de main, la dette souveraine et bancaire implique souvent une création monétaire. Lorsqu'un État émet des obligations, comme les bons du Trésor américain ou les OAT françaises, il vend des titres de créance sur les marchés. Ces titres sont achetés par des acteurs financiers qui, dans certains cas, créent la liquidité nécessaire à l'achat, notamment lorsqu'il s'agit de banques commerciales ou de banques centrales opérant dans un cadre de réserve fractionnaire. Le rôle des banques centrales est ici prépondérant. Lorsqu'une banque centrale, comme la Réserve fédérale ou la BCE, achète de la dette publique, dans le cadre du quantitative easing, elle crédite le compte des vendeurs avec de la monnaie nouvellement créée ex nihilo. Le bilan de la banque centrale s'alourdit. Elle détient la dette, actif, et émet de la monnaie, passif. Ce mécanisme a permis d'injecter des liquidités massives dans le système, augmentant le stock de dette mondiale tout en maintenant les taux d'intérêt bas pendant une longue période. C'est une transformation comptable qui soutient l'endettement public. Cependant, un aspect technique crucial réside dans le service de la dette. Lorsqu'un emprunt est émis, le capital est créé ou mobilisé, mais les intérêts futurs ne le sont pas immédiatement. L'emprunteur doit générer de la valeur économique future pour rembourser le capital plus les intérêts. Mathématiquement, cela impose une croissance économique continue ou, à défaut, une émission perpétuelle de nouvelles dettes pour couvrir le service des anciennes. C'est ce qu'on appelle le roulement de la dette, rollover, une pratique standard pour les États et les grandes entreprises.
Cette dynamique crée une pression constante sur la masse monétaire. Si la dette totale croît plus vite que l'économie réelle, le poids des intérêts devient de plus en plus lourd. Les créanciers, ceux qui détiennent les obligations, perçoivent ces flux financiers. Dans un environnement de taux positifs, la dette agit comme un mécanisme de transfert de richesse du secteur productif et fiscal, qui paie les intérêts, vers le secteur financier et les détenteurs d'épargne, qui les reçoivent. Il est important de noter que ce système n'est pas un accident, mais la structure fondamentale du capitalisme financier moderne. La dette est l'actif premier des bilans bancaires et assurantiels. Sans dette, il n'y a pas d'obligation, et sans obligation, les fonds de pension et les assureurs ne pourraient pas garantir de rendement sécurisé à long terme. La dette est donc la matière première de l'industrie financière, ce qui explique pourquoi son volume tend à augmenter structurellement sur le long terme. Ainsi, la création de dette n'est pas seulement un moyen de financement, c'est aussi un moyen de création d'actifs financiers pour les investisseurs. Chaque fois qu'un déficit public est financé, un nouvel actif sûr est mis à disposition des marchés financiers. Comprendre cette dualité dette-actif est essentiel pour identifier les détenteurs finaux, car la demande pour ces titres de dette est aussi forte que le besoin d'emprunter, créant un cycle d'interdépendance entre emprunteurs et prêteurs. Chapitre 2. Premier créancier, les banques centrales. La première catégorie majeure de détenteurs de la dette mondiale est constituée par les banques centrales. À l'échelle globale, elles détiennent environ 25 000 milliards de dollars d'actifs, principalement sous forme d'obligations d'État. La Réserve fédérale américaine, la Banque du Japon, la Banque centrale européenne et la Banque populaire de Chine sont les plus gros porteurs. Ces institutions ont accumulé ces dettes, non pas pour réaliser un profit financier classique, mais pour piloter la politique monétaire et assurer la stabilité des marchés financiers. La Banque du Japon est un exemple extrême de ce phénomène, détenant plus de 50% de la totalité de la dette publique japonaise. En achetant massivement des obligations, les banques centrales influencent les taux d'intérêt à la baisse, rendant le crédit moins cher pour l'économie. Cependant, cela signifie qu'une part significative de la dette nationale est techniquement due à l'institution qui émet la monnaie de ce même pays. Les intérêts payés par l'État reviennent souvent à la Banque centrale, qui reverse ensuite ses profits au Trésor, créant une boucle quasi fermée. La structure de propriété des banques centrales varie, mais leur fonction reste publique. Bien que la Réserve fédérale ait des actionnaires privés, les banques commerciales régionales, son mandat était public, et ses bénéfices nets sont reversés au département du Trésor américain. En Europe, la BCE appartient aux banques centrales nationales des pays membres. Ainsi, la dette détenue par ces institutions est, d'une certaine manière, neutralisée tant qu'elle reste dans leur bilan, bien qu'elle représente une créance comptable réelle. Cependant, la détention de dette par les banques centrales a des limites. Lorsque l'inflation augmente, comme cela a été le cas récemment, les banques centrales peuvent être amenées à réduire leur bilan, quantitative tightening, c'est-à-dire à vendre ces dettes ou à ne pas les renouveler à échéance. Cela remet ces obligations sur le marché privé, augmentant l'offre de titres et poussant les taux à la hausse. Le passage de la dette du bilan public de la banque centrale vers le bilan des acteurs privés modifie la dynamique des flux financiers. L'analyse de ces bilans montre que les banques centrales ont servi d'acheteurs en dernier ressort lors des crises de 2008 et 2020. En absorbant une grande partie de la nouvelle dette émise pour financer les plans de relance, elles ont évité un effondrement du marché obligataire. Mais cela a conduit à une situation où les prix des actifs financiers sont devenus dépendants du soutien des banques centrales. La financiarisation de l'économie est en partie soutenue par ces détentions massives. En résumé, bien que les banques centrales détiennent une part significative de la dette, environ 8 à 10% du total mondial, elles agissent comme des régulateurs du système plutôt que comme des investisseurs traditionnels. Leur rôle est de fluidifier le marché. Néanmoins, leur retrait progressif actuel oblige le marché privé à absorber davantage de dettes, ce qui révèle la véritable structure des créanciers privés que nous allons analyser dans les chapitres suivants. Chapitre 3. Deuxième créancier. Les investisseurs institutionnels. La plus grande part de la dette mondiale, estimée à environ 120 000 milliards de dollars, est détenue par ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Ce groupe comprend les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les fonds mutuels et les fonds souverains. Ces entités gèrent l'épargne collective de centaines de millions de personnes à travers le monde. Par exemple, les fonds de pension doivent générer des revenus sûrs et réguliers pour payer les retraites futures, ce qui fait des obligations d'État et d'entreprises leur investissement de prédilection. Les compagnies d'assurance comme AXA, Allianz ou MetLife détiennent des portefeuilles obligataires massifs, environ 35 000 milliards de dollars au niveau mondial, pour couvrir leurs engagements envers les assurés. La réglementation, comme Solvabilité 2 en Europe, les incite fortement à détenir de la dette souveraine bien notée, considérée comme l'actif le moins risqué.
Ainsi, une grande partie de la dette publique est en réalité financée par l'épargne des ménages via ces intermédiaires financiers. Les gestionnaires d'actifs géants, tels que BlackRock, Vanguard ou State Street, jouent un rôle central dans cette architecture. Ils gèrent des fonds obligataires, ETF et fonds mutuels, qui permettent aux particuliers et aux entreprises d'investir sur les marchés de la dette. Bien que ces firmes ne possèdent pas techniquement les actifs, elles les gèrent pour le compte de tiers, elles exercent une influence considérable sur les marchés en décidant de l'allocation des capitaux. La concentration de la gestion d'actifs fait que quelques acteurs supervisent des dizaines de milliers de milliards de dollars de créances. Les fonds souverains, comme ceux de la Norvège ou du Moyen-Orient, représentent également une part importante, gérant environ 10 000 milliards de dollars d'actifs. Ces fonds investissent les surplus budgétaires de leurs États, souvent issus du pétrole ou des exportations, dans la dette des autres pays. Ils agissent comme des stabilisateurs à long terme, cherchant à préserver la richesse intergénérationnelle de leurs nations respectives en diversifiant leurs avoirs à travers le marché obligataire mondial. Cependant, il est crucial de noter la structure de bénéficiaires finaux de ces institutions. Si les fonds de pension servent une base large de travailleurs, la distribution des actifs financiers reste inégale. Les études économiques montrent que la détention d'actifs financiers est concentrée. Les 10% des ménages les plus riches détiennent la grande majorité des actions et des obligations, directement ou via ces fonds. Par conséquent, les flux d'intérêts payés sur la dette institutionnelle finissent majoritairement par rémunérer les patrimoines les plus élevés. En conclusion, les investisseurs institutionnels sont la colonne vertébrale du marché de la dette. Ils recyclent l'épargne mondiale vers les emprunteurs, États et entreprises. Ce système permet de financer l'économie, mais il crée aussi une dépendance. Pour que les retraites et les assurances soient payées, les États et les entreprises doivent continuer à honorer leurs dettes et à payer des intérêts. C'est un contrat social et financier complexe qui lie les épargnants aux débiteurs à l'échelle planétaire. Chapitre 4. Troisième et quatrième créanciers. États, étrangers et patrimoine privé. La troisième catégorie de créanciers est constituée par les gouvernements étrangers, détenant environ 30 000 milliards de dollars de dettes transfrontalières. Ce phénomène est le résultat direct des déséquilibres commerciaux mondiaux. Lorsqu'un pays comme la Chine ou le Japon exporte plus qu'il n'importe, il accumule des devises étrangères, principalement des dollars. Pour faire fructifier ces réserves de change, ces pays achètent des obligations d'État, notamment des bons du Trésor américain. La Chine et le Japon détiennent ainsi chacun environ 1 000 milliards de dollars de dette américaine. Ce mécanisme de recyclage des excédents commerciaux est essentiel à l'équilibre macroéconomique actuel. Il permet aux pays consommateurs, comme les États-Unis, de financer leurs déficits grâce à l'épargne des pays producteurs. Cependant, cela crée une interdépendance géopolitique forte. Les détenteurs étrangers de dettes ont un intérêt financier à la stabilité de l'émetteur, tandis que l'émetteur dépend de la demande étrangère pour maintenir ses taux d'intérêt bas. C'est une forme de symbiose financière qui lie les grandes économies entre elles. La quatrième catégorie, est peut-être la moins visible mais la plus influente en termes de concentration de richesse, est celle des investisseurs privés fortunés et des family offices. On estime que les ménages les plus riches, high net worth individuals, détiennent directement ou indirectement environ 40 000 milliards de dollars d'actifs obligataires. Pour les grandes fortunes, la préservation du capital est souvent prioritaire sur la croissance agressive, ce qui rend les obligations d'État et d'entreprises très attractives pour leur rendement régulier et leur sécurité relative. Historiquement, la détention de dettes souveraines a toujours été un privilège des classes aisées, depuis les familles marchandes de la Renaissance jusqu'aux industriels modernes. Le mécanisme des intérêts composés joue ici à plein régime. Un portefeuille obligataire de plusieurs milliards génère des flux de trésorerie massifs, qui sont souvent réinvestis dans de nouveaux titres, accélérant l'accumulation de patrimoine. Contrairement aux ménages modestes, qui sont généralement débiteurs nets, hypothèques, crédits par consommation, les ménages très aisés sont des créanciers nets de l'économie. Cette dynamique de rente financière est au cœur des débats sur les inégalités économiques. Les intérêts payés par les États sont financés par l'impôt, payé par tous, mais reçu par les détenteurs d'obligations, une minorité. De même, les intérêts payés par les entreprises sont prélevés sur la valeur ajoutée produite par les travailleurs pour rémunérer les créanciers. C'est un flux vertical de ressources qui, sans mécanisme de redistribution fiscale, tend à concentrer le capital au fil du temps. En somme, l'analyse des détenteurs étrangers et privés révèle que la dette n'est pas une entité abstraite. Elle représente des créances concrètes détenues par des puissances étrangères stratégiques et par une élite économique mondiale. Ces acteurs ont un pouvoir implicite sur les politiques économiques, car leur confiance est nécessaire pour refinancer la dette existante. Si ces créanciers cessent d'acheter, les taux s'envolent et l'austérité devient inévitable. Chapitre 5.
Le poids du service de la dette et les flux de capitaux. Le coût global du service de la dette, les intérêts payés, est estimé à environ 15 000 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale. Ce chiffre représente un transfert massif de liquidités. Pour les États, le service de la dette devient souvent l'un des premiers postes budgétaires, parfois supérieur au budget de l'éducation ou de la défense. Aux États-Unis, les paiements d'intérêts sur la dette fédérale approchent les 1 000 milliards de dollars annuels, une somme qui doit être prélevée par l'impôt ou financée par de nouvelles dettes. Ce flux financier a des implications macroéconomiques profondes. Lorsque les gouvernements allouent une part croissante de leur budget au paiement des intérêts, ils disposent de moins de ressources pour l'investissement public, les infrastructures ou les services sociaux. Cela peut freiner la croissance potentielle à long terme. De plus, comme nous l'avons vu, ces paiements d'intérêts vont majoritairement vers des détenteurs d'actifs qui ont une propension à consommer plus faible que la moyenne, ce qui peut peser sur la demande globale. Pour les entreprises, la hausse des taux d'intérêt signifie que le service de la dette corporative, estimé à 90 000 milliards de dollars, absorbe une part plus importante des bénéfices d'exploitation. Cela réduit les capacités d'investissement productif, de recherche et développement ou d'augmentation des salaires. Les entreprises zombies, qui ne survivent que grâce à l'endettement bon marché, sont particulièrement vulnérables dans ce nouvel environnement de taux plus élevés, risquant des défauts de paiement qui impacteraient les bilans des créanciers. Pour les ménages, bien que moins exposés directement aux obligations souveraines, le poids de la dette privée, hypothécaire, consommation, étudiante, agit comme un frein à la consommation. Une famille qui consacre 30% ou 40% de ses revenus au remboursement de dettes participe au transfert de richesses vers le secteur bancaire et financier. Ce mécanisme réduit la vélocité de la monnaie dans l'économie réelle au profit de la circulation financière. L'analyse des flux montre une concentration des revenus financiers. Les études économiques indiquent que les 1% les plus riches captent une part disproportionnée des revenus d'intérêt mondiaux. Ce phénomène d'accumulation par les rendements financiers, R/G, comme théorisé par certains économistes, renforce la sédimentation des patrimoines. La dette agit comme un levier. Elle permet aux débiteurs de consommer ou d'investir aujourd'hui, mais elle garantit aux créanciers une part des revenus futurs de l'économie. En conclusion de ce chapitre, le système de dette actuel fonctionne comme une immense machine à redistribuer les revenus dans le temps et dans l'espace social. Il permet la fluidité économique, mais son coût de maintenance, les intérêts, représente une charge structurelle croissante. Tant que la croissance économique dépasse le taux d'intérêt réel, le système reste stable. Mais si la croissance ralentit durablement, le poids des intérêts peut devenir insoutenable, menant à des tensions sur la répartition de la valeur ajoutée. Chapitre 6. Scénario futur et soutenabilité du système. Face à une dette mondiale de 317 000 milliards de dollars qui croît à un rythme annuel moyen de 7%, alors que le PIB mondial ne progresse que de 3%, nous approchons d'une limite mathématique inéluctable. Les modèles macroéconomiques démontrent qu'une dette ne peut pas diverger indéfiniment de la base de revenus qui la soutient, sans provoquer une rupture systémique majeure des équilibres financiers. Si cette tendance se poursuit jusqu'en 2035, le ratio dette-PIB pourrait dépasser les 400%. Un seuil critique où le service des intérêts absorberait une part si massive de la production économique qu'il étoufferait toute possibilité d'investissement productif ou de dépenses publiques, figeant ainsi l'économie mondiale dans une stagnation séculaire. Le premier scénario de résolution, redouté par tous les banquiers centraux et les gouvernements, est celui du défaut déflationniste ou de la restructuration brutale et désordonnée de la dette. Dans cette hypothèse extrême, les émetteurs souverains ou corporatifs se déclarent incapables d'honorer leurs engagements, entraînant une destruction immédiate et massive de la valeur des actifs financiers détenus par les créanciers. Ce choc provoquerait une contraction violente de la masse monétaire et une réaction en chaîne de faillite bancaire, car les obligations impayées constituent les fonds propres de nombreuses institutions financières, répliquant potentiellement la dynamique dévastatrice de la Grande Dépression des années 1930 à une échelle globalisée. Le deuxième scénario, historiquement privilégié par les gouvernements endettés depuis des siècles, est la dilution de la dette par l'inflation monétaire soutenue, aussi appelée monétisation. En laissant l'inflation courir à des taux supérieurs aux taux d'intérêt nominaux, les autorités réduisent mécaniquement la valeur réelle de la dette, remboursant leurs créanciers avec une monnaie dont le pouvoir d'achat a diminué. C'est un mécanisme de transfert de richesse silencieux, mais extrêmement efficace des épargnants, les créanciers, vers les emprunteurs, les débiteurs, permettant de purger les excès de dette sans passer par la case faillite officielle, bien que cela érode sévèrement le niveau de vie des populations. Une voie intermédiaire, souvent appliquée après les grandes guerres mondiales pour résorber les dettes, est celle de la répression financière, une stratégie subtile de gestion administrative de la dette.
Elle consiste à maintenir artificiellement les taux d'intérêt bas grâce à l'intervention des banques centrales, tout en obligeant réglementairement les acteurs institutionnels, assurances, fonds de pension, à acheter de la dette publique. Cela crée un environnement durable de taux réels négatifs qui agit comme une taxe invisible et progressive sur l'épargne, permettant aux États de se désendetter lentement sur plusieurs décennies sans provoquer de volatilité excessive sur les marchés, mais au prix d'une croissance économique anémique. Les discussions académiques et institutionnelles évoquent également la possibilité théorique d'un jubilé de la dette moderne ou d'une réinitialisation monétaire coordonnée au niveau international. Contrairement aux effacements de dettes antiques, cela prendrait la forme de restructurations techniques complexes, où les banques centrales pourraient annuler perpétuellement les dettes qu'elles détiennent ou les convertir en instruments sans échéance, obligations perpétuelles. Bien que cela semble radical, face à un mur de dettes insurmontable, les décideurs pourraient préférer modifier les règles comptables du système monétaire plutôt que d'accepter un effondrement social et économique généralisé et incontrôlable. Face à ces incertitudes structurelles majeures, les grands détenteurs de capitaux adaptent déjà leur stratégie d'allocation d'actifs en anticipant une dévalorisation future des monnaies fiduciaires. On observe un mouvement stratégique des smart money, capitaux avisés, qui délaissent progressivement les obligations à long terme pour se repositionner sur des actifs tangibles, rares et non imprimables. L'immobilier de prestige, les terres agricoles productives, l'or physique et les actions d'entreprises de qualité disposant d'un fort pricing power deviennent les refuges privilégiés pour préserver la valeur réelle du patrimoine face à l'érosion monétaire inévitable liée au traitement de la dette. Il est crucial de comprendre que lors de ces phases de transition ou de correction macroéconomique, les transferts de richesses ont tendance à s'accélérer, creusant souvent les écarts patrimoniaux existants. Les ménages de la classe moyenne, dont le patrimoine est souvent constitué de liquidités et de produits d'épargne réglementés, sont les plus exposés à l'inflation et à la répression financière. A l'inverse, les investisseurs sophistiqués, qui détiennent des actifs réels et de la dette à taux fixe, via l'effet de levier immobilier par exemple, peuvent voir leur patrimoine net augmenter en termes nominaux, profitant paradoxalement de la mécanique de l'inflation des actifs pour s'enrichir durant la crise. En conclusion, la dette mondiale de 317 000 milliards de dollars ne doit pas être vue comme une simple anomalie statistique temporaire, mais comme le signe avant-coureur d'un changement de régime économique majeur. Le cycle de crédit expansionniste des 40 dernières années touche à sa fin mathématique, et la décennie à venir sera nécessairement celle de la gestion de cet héritage passif colossal. Pour l'investisseur comme pour le citoyen, comprendre qui détient la dette et comment elle sera résorbée est la clé absolue pour naviguer dans un environnement où la valeur de l'argent et la sécurité des placements seront redéfinies en profondeur.